J'étais au travail, en train d'examiner des rapports de conformité des fournisseurs, lorsque mon téléphone a vibré. Pour la 5e fois d'affilée, tous les appels manqués provenaient du même numéro, la maison. Je suis sorti du laboratoire de sécurité alimentaire, pensant que quelque chose d'urgent s'était produit, mais la seconde où j'ai répondu, la voix de mon père a explosé dans mon oreille, furieuse et forte, comme si je venais de commettre un crime odieux. « Tu te moques de nous, Clara ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi cette somme insultante ? » J'ai cligné des yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Il n'écoutait pas, tu te dis notre fille et tu nous envoies 50 centimes ? 50 ? Tu as perdu la tête ? » La voix de ma mère a suivi juste après, cinglante et amère. « Tu es vraiment égoïste, Clara. Tu vis seule, tu dépenses pour toi, pendant que nous nous débattons. Sienna envoie $4000 chaque mois. $4000 ? Pourquoi ne peux-tu pas être comme elle pour une fois ? Je n'ai pas pu respirer une seconde. J'ai reculé, agrippant la rampe métallique à l'extérieur du bâtiment, comme si elle pouvait me retenir. Ce n'est pas vrai. J'envoie $4000 chaque mois, correctement, depuis mon compte. Vous devriez vérifier. Ne mens pas, a craché mon père. Sienna nous a tout dit. C'est elle qui envoie de l'argent, toi. Toi, tu ne fais rien pendant que ta sœur se sacrifie pour nous. Tu as toujours été comme ça, décevante. La ligne s'est coupée. Je suis resté là un instant, ne réalisant même pas que ma main tremblait. J'avais travaillé tous les week-ends comme vérificatrice d'entrepôt dans un supermarché ouvert 24 heures sur 24, sautant des dîners, sautant ma vie, juste pour envoyer de l'argent à la maison. Je l'avais fait non pas parce qu'il me l'avait demandé, mais parce que pour une fois, je pensais que je pouvais être vu. Je pensais que c'était peut-être comme ça que je finirais par avoir de l'importance. Mais même maintenant, ce n'était pas suffisant. Je n'étais pas suffisante. Il pensait que j'avais envoyé 50 centimes. Je suis retourné au laboratoire, les yeux dans le vide, les oreilles bourdonnantes. J'ai fixé la feuille d'échantillon devant moi et je n'ai rien vu d'autre que le nombre, $4000. Mon salaire était d'un peu moins de $3000. Je devais couvrir le reste grâce aux équipes du week-end et en raccourcissant mes propres repas, juste pour atteindre ce chiffre, juste pour être vu. Et maintenant, il crachait dessus. Je m'appelle Clara Monroe. J'ai 28 ans, je suis analyste en assurance qualité dans une usine d'emballage alimentaire de taille moyenne à Cincinnati, Ohio. Je vis seul dans un appartement d'une chambre avec une vue sur rien de spécial. Je me lève à 5 heures du matin tous les samedis pour prendre le bus jusqu'au supermarché où je travaille la nuit dans un entrepôt frigorifique. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, je n'ai jamais été la bonne fille. Sienna, ma sœur cadette de 5 ans, avait toujours été la star, grande, éblouissante, née avec un visage qui attirait les compliments comme les fleurs attirent les abeilles. On l'appelait Angélique depuis la maternelle. Elle avait toujours la dernière part de gâteau, les nouveaux vêtements, les leçons de musique privées. Je recevais ces vêtements usagés en silence. Pourtant, je n'aurais jamais imaginé qu'après toutes ces années, après avoir travaillé 2 emplois et vécu de riz et de haricots en conserve, il croirait toujours que j'étais l'égoïste. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas enragé. J'ai juste regardé le plafond de la chambre jusqu'au matin et je me suis posé la même question encore et encore, qu'est-ce que je suis pour eux ? En grandissant, j'ai appris très tôt qu'être la sœur aînée ne signifiait pas être admirée. Cela signifiait être invisible. Mes premiers souvenirs ne sont pas des bougies d'anniversaire ou des histoires au coucher, mais de me tenir à l'entrée de la cuisine, regardant mes parents s'agiter autour de Sienna comme si elle était faite de verre et d'or. Elle a cette étincelle, disait ma mère, en brossant les cheveux de Sienna comme s'ils étaient ensoifilés. Ce visage devrait être à la télévision. Des inconnus dans les épiceries nous arrêtaient. Quelle magnifique petite fille, faisait-il en roucoulant, se penchant vers Sienna. Elle devrait être mannequin. Puis il me regardait et ne disait rien. Au début, je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Je n'étais pas dans cette famille pour gagner des concours de beauté. Mais quand on a 7 ans et qu'on porte des jeans d'occasion qui ne vont pas tout à fait, tandis que votre sœur virevolte dans des robes flambant neuves de la boutique du centre-ville, on commence à le sentir, la différence. Elle était dans tout. Quand je voulais rejoindre la chorale de l'école, mes parents me disaient que les frais étaient trop élevés. C'est juste chanter, Clara. Concentre-toi sur tes études. Mais quand Sienna a dit qu'elle voulait des leçons de ballet, le chèque a été écrit le même jour. Elle n'aimait même pas le ballet.
Quand Sienna a voulu sa propre chambre, mes parents m'ont regardé et ont dit, c'est juste, elle a besoin d'espace pour grandir. Tu n'as pas besoin de grand-chose, Clara. Alors j'ai fait mes valises et je me suis installé dans le salon, à côté de la vieille armoire avec les photographies de nos grands-parents. Personne ne m'a demandé si j'étais d'accord. Ils ont simplement supposé que je comprendrais, parce que je le faisais toujours. C'est mon grand-père, Walter Monroe, qui m'a fait sentir que j'étais plus qu'un bruit de fond. C'est lui qui me tenait la main pendant les orages, qui m'apportait des violettes chaque printemps, qui me prenait sur ses genoux et me racontait des histoires de femmes courageuses et de victoires silencieuses. C'est lui qui m'a nommé Clara, parce que tu es née juste au moment où les violettes fleurissaient. Parce que tu grandiras forte et tranquille comme elle. Il est mort quand j'avais 9 ans, et à partir de ce jour, il n'y a plus eu personne dans cette maison qui me voit vraiment. Je ne me suis pas plainte quand je devais porter des chaussures aux semelles battantes. Je n'ai pas protesté quand Sienna a emprunté mes feutres et ne les a jamais rendus. Je n'ai pas pleuré quand elle m'a dit, tu ne peux pas emprunter mes affaires, c'est à moi. Mais je peux utiliser les tiennes, tu t'en fiches. Quand j'en parlais, mes parents disaient la même chose à chaque fois, Clara, laisse tomber. Tu es l'aînée, sois mature. Sienna est encore une enfant. Même quand elle mentait, même quand elle me criait dessus pour des choses que je n'avais pas faites, même quand elle a cassé mon projet scientifique la veille de la foire et que j'ai dû présenter un document au lieu d'une maquette, personne ne l'a jamais grondée. Personne ne m'a jamais présenté d'excuses. Je pensais que peut-être ça changerait, qu'un jour il me regarderait et dirait, Clara, nous te voyons. Nous sommes fiers de toi. Mais ce jour n'est jamais venu. Au lieu de cela, ce qui est venu, c'est la lettre d'acceptation de Sienna dans une université de premier ordre, entièrement financée par nos parents, et par moi. Je n'ai même pas eu la chance de postuler. Nous n'avons pas les moyens, disait-il. Tu devrais trouver un emploi après le lycée. Pense aussi à l'avenir de Sienna. Il n'était pas pauvre, pas vraiment, mais quand il s'agissait de choisir entre nous deux, il savait toujours qui méritait le plus, et ce n'était jamais moi. J'avais 21 ans quand j'ai déménagé. Ce n'était pas par rébellion, c'était par survie. Je venais de commencer à travailler dans une entreprise d'emballage alimentaire, à 3 arrêts de train de la maison, et bien que le salaire ne soit pas excellent, je pensais que si je restais à la maison quelques années, je pourrais économiser assez pour retourner à l'école, ou juste respirer. Mais même après le lycée, rien n'a changé. J'étais toujours la dernière roue du carrosse, toujours celle qui devait attendre pour prendre sa douche, toujours celle qui dînait seule si Sienna était de mauvaise humeur, toujours celle dont on attendait qu'elle s'écarte quand sa voix devenait plus forte. Alors un soir, sans le dire à personne, j'ai fait 2 valises, j'ai pris un micro-ondes d'occasion trouvé sur une annonce Craigslist, et j'ai loué un studio au centre-ville. Il était petit, sujet au courant d'air en hiver, le chauffe-eau cliquait comme s'il avait de l'asthme, mais il était à moi. Vivre seul a été la première fois que j'ai ressenti la paix. Je voyais mes parents de temps en temps, aux anniversaires, aux fêtes, parfois même pas. Mais j'appelais toujours. J'envoyais toujours des cartes. Je me souvenais toujours des anniversaires. Peut-être que je pensais que ce serait suffisant pour prouver que je m'en souciais toujours. Puis l'appel téléphonique de Sienna est arrivé. Elle sonnait différemment, moins théâtrale, peut-être même sincère. J'y ai pensé, a-t-elle dit. Maman et papa nous ont tout donné. Je veux commencer à leur rendre l'appareil. Je suis restée silencieuse. Elle a continué, la voix exceptionnellement enthousiaste. Nous devrions leur envoyer de l'argent, Clara. Un merci. Juste $4000 par mois entre nous deux. Je veux dire, je couvrirai la majeure partie, je gagne plus que toi, mais je pensais que nous pourrions le faire ensemble. $4000. C'était plus que ce que je payais en loyer et en nourriture combinée. J'ai hésité. C'est beaucoup, Sienna. Elle a rigolé. Le mannequinat paie bien, tu sais. Je fais aussi quelques petits boulots d'influenceur. Et de toute façon, je pense que maman et papa seraient vraiment touchés. Nous pourrions leur faire une surprise. Oh, et envoyons-le sous un nom amusant, peut-être puis pour qu'ils ne sachent pas tout de suite. Je ne comprenais pas l'intérêt du secret, mais quelque chose dans son ton plein d'espoir, lumineux m'a donné envie de croire que peut-être Sienna grandissait enfin, que cela pourrait être notre branche d'olivier partagée. J'ai accepté. Cette nuit-là, j'ai ouvert une application de transfert conjointe et programmé $2000 de mes économies pour le lendemain matin. Mon salaire était d'un peu moins de $3000.
cela signifiait que je devrais trouver 1000 $ supplémentaires chaque mois, alors j'ai pris un emploi de week-end dans un supermarché voisin, équipe de nuit dans le dépôt. Il faisait froid en hiver, humide en été, et ça sentait légèrement l'oignon et l'eau de Javel. J'ai arrêté de commander des plats à emporter, j'ai réduit mon forfait téléphonique, j'ai vendu mon vélo, tout pour que les chiffres fonctionnent. Il y avait des nuits où je rentrais à la maison, enlevais mon uniforme et m'effondrais sur le matelas sans changer de vêtements. J'ai mis des alarmes pour étudier en vue d'une certification de consultant en petites entreprises, espérant pouvoir progresser au travail et gagner plus. Mais chaque fois que je ressentais la douleur dans mon dos, chaque fois que je comptais des pièces à la caisse, je me disais que ça en valait la peine. C'est ainsi que tu prouves que tu les aimes, Clara. C'est ainsi que tu gagnes ta place. Et ainsi, chaque mois, sans faute, j'envoyais 2000 $, signé Clara Monroe. Les autres 2000 $, je supposais que Sienna les envoyait aussi. C'est ce que nous avions convenu, c'est ce que je croyais. La première fois qu'ils m'ont crié dessus, j'ai cru à une erreur, à un problème de transfert, un malentendu. Mais quand j'ai expliqué, quand je leur ai dit clairement, j'envoie 2000 $ chaque mois sous mon nom, mon père a claqué, ne mens pas. Nous savons que c'est Sienna qui envoie 4000 $. Toi. Tu n'as envoyé que 50 centimes. 50 centimes. Au début, j'ai ri, un son creux qui est mort avant d'atteindre mes lèvres. Papa, vérifie les reçus, j'ai dit doucement. Vérifie les journaux de transaction. Mais il n'écoutait pas. Ma mère a pris le relais. Son ton, amer, dégoûté. Sienna est intelligente, elle a du succès, elle nous envoie ce qu'elle gagne avec fierté. Pendant ce temps, toi, tu gaspilles de l'argent en faisant semblant d'être une martyre. Il la croyait. Il croyait que puis, le nom que Sienna insistait pour que nous utilisions, était son nom de scène, sa marque de générosité. Et quand ils ont vu l'autre transfert, le mien, clairement étiqueté Clara Monroe, ils ont supposé que c'était l'insulte, la blague, la petite monnaie que je leur lançais pour sauver la face. Je me suis souvenu alors de la façon dont Sienna avait ri quand elle avait choisi ce surnom, envoyons-le comme puis, tu sais, quelque chose de joli. Ce n'était pas pour être joli. C'était pour voler la vedette à nouveau. Avant que je puisse dire un mot de plus, mon père a crié, nous n'avons pas besoin de vos moqueries. Garde tes 50 centimes. Et puis ils ont raccroché. Je me suis assise en silence. Mon appartement était sombre, la seule lumière provenant de l'horloge du micro-ondes qui clignotait 1h du matin. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Mais ma mâchoire s'est serrée, et quelque chose en moi s'est brisé. Je devais connaître la vérité. Le lendemain matin, j'ai appelé Harper. Harper Lee n'était pas seulement ma meilleure amie du lycée, elle était l'une des rares personnes en qui j'avais confiance dans ce monde. Elle travaillait maintenant dans le conseil, aussi perspicace que jamais, avec une voix comme un scalpel. Si quelque chose n'allait pas, elle le trouverait. Nous nous sommes retrouvés pour le déjeuner dans un restaurant près de son bureau. Je n'avais même pas fini de raconter toute l'histoire qu'elle s'est penchée en arrière sur sa chaise, les bras croisés. Clara, tu es trop gentille. C'est ton problème. Tu te saignes pour une famille qui ne te donnerait même pas un pansement. J'ai cligné des yeux. Elle a continué, la voix basse, délibérée. Laisse-moi te demander quelque chose. Tes parents, sont-ils vraiment fauchés, ou sont-ils juste habitués à te culpabiliser pour que tu leur donnes de l'argent? Je veux dire, ils ont dit qu'il y avait des dettes liées à notre éducation. Harper a ricané. Tu n'es même pas allé à l'université. Sienna a eu son diplôme, les nouveaux vêtements, la chambre pour elle toute seule. Quelle partie des dépenses t'était destinée? Je n'ai pas répondu. Harper s'est penché plus près. Sais-tu seulement ce que Sienna fait avec son argent? Ou même si elle gagne de l'argent? Les mots se sont posés dans mon estomac comme de la glace. Plus tard cette nuit-là, Harper a rappelé. Sa voix était neutre. J'ai posé des questions. Sienna n'a pas de vrai contrat, juste des miettes de catalogue en ligne. Elle publie des retours sur d'anciennes séances photos pour faire croire qu'elle travaille. Et écoute ça, quelqu'un m'a dit qu'elle racontait à ses amis, ma sœur me soutient, je n'ai même pas besoin de travailler à plein temps. Ma gorge s'est asséchée. Aussi, a ajouté Harper, ton père ne travaille pas à temps plein. On l'a vu à ce casino louche en dehors de la ville. Et ta mère? Elle se vante de son nouveau sac de créateur. Gucci, je crois. Tout en moi a brûlé. J'avais eu faim,
travailler dans des entrepôts frigorifiques, sacrifier mon sommeil, mes week-ends et ma paix pour eux. Et ils utilisaient cet argent pour jouer, faire du shopping, mentir. Cette nuit-là, j'ai arrêté les paiements. Et je me suis promis de ne jamais leur donner $1 de plus, à moins qu'ils ne sachent ce qu'il m'en coûtait pour le gagner. 2 mois passèrent. J'ai ignoré les appels, les textos, les messages vocaux remplis de culpabilité de ma mère. J'ai bloqué Sienna sur toutes les plateformes. Le silence était la seule langue qu'il me restait, et pour la première fois, il me semblait puissant. Jusqu'à un matin, juste après 8 heures, mon téléphone a sonné à nouveau. Je ne sais pas pourquoi j'ai répondu. Peut-être étais-je prête. Peut-être voulais-je l'entendre. Clara, a aboyé Sienna. Pourquoi n'as-tu pas répondu? Pourquoi as-tu arrêté d'envoyer de l'argent? Tu as perdu la tête? Elle semblait paniquée, pas en colère. Paniquée. Je suis déjà submergée par les dépenses. J'ai dit à maman et papa que c'était de nous deux, et maintenant ils pensent que j'ai menti. Voilà, la vérité qu'elle avait esquivée pendant des années. Tu as menti, ai-je dit d'une voix neutre. Il y eut un silence. J'ai continué, calme et lentement. Tu as dit que ce serait notre cadeau, à parts égales. Tu ne leur as jamais dit que c'était moi qui envoyais l'argent, et maintenant tu es en colère parce que ton histoire s'écroule. Elle a commencé à parler, mais je ne l'ai pas laissé faire. Sais-tu combien de week-ends j'ai passé dans un congélateur juste pour envoyer cet argent pendant que tu te faisais des soins du visage et organisais des brunchs d'influenceurs? Plus de silence. Je sais pour la dette, ai-je ajouté. Ou devrais-je dire, le manque de dette? Il n'y en a jamais eu, n'est-ce pas? Elle a essayé de dévier. Tu ne comprends pas, le monde du mannequinat est brutal, je fais de mon mieux. Non, tu ne fais pas de ton mieux, ai-je dit. Tu fais ce que tu as toujours fait, utiliser les gens. Puis j'ai raccroché. Mais les conséquences ne faisaient que commencer. Une semaine plus tard, mes parents se sont présentés à mon appartement sans prévenir. Sienna était avec eux. Leur visage était tiré, fatigué, mais leurs yeux se sont illuminés dès que j'ai ouvert la porte. Clara, te voilà, s'est exclamée ma mère, comme s'il s'agissait d'une réunion, et non d'un règlement de compte. Nous avons essayé de te joindre, a ajouté mon père. Nous avons besoin de ton aide. Juste un peu. Juste pour nous aider à traverser cette période difficile. Sienna se tenait derrière eux, les lèvres tremblantes. S'il te plaît, j'ai fait une erreur. Je pensais que je pouvais y arriver. Je pensais que la nouvelle agence était réelle. Je l'ai regardée. Quelle agence? Elle a baissé les yeux. Puis tout a éclaté. Sienna avait été repérée, du moins le pensait-elle, par une agence de talent de premier plan à New York. Il lui avait promis un rôle principal dans un film indépendant et un contrat si elle pouvait payer des frais d'investissement d'entrée. Alors, naturellement, elle a demandé de l'aide à nos parents. Mon père a renoncé à son fonds de pré-retraite. Ma mère a contracté un prêt personnel. Sienna a viré l'argent, et puis, silence. Personne de l'agence n'a jamais rappelé, pas de contrat, pas de contact. C'était une arnaque, et ils avaient tout perdu. La maison a dû être vendue pour couvrir les défauts de paiement du prêt. Ils ont emménagé dans un complexe d'appartements en ruine dans l'est de la ville. Mon père a pris des emplois temporaires pour rester à flot. Ma mère a commencé à nettoyer des bureaux. Sienna, sans emploi, humiliée, a rebondi entre les boîtes de nuit pour essayer de gagner des pourboires en tant qu'hôtesse, mais son attitude la rendait impossible à garder. Ils étaient venus me voir en dernier recours. Et je les ai regardés comme des étrangers. Vous avez trahi ma confiance. Vous avez choisi ces mensonges plutôt que ma réalité. Et maintenant vous me demandez de l'aide? Ma mère a tressailli. La mâchoire de mon père s'est serrée. Sienna a murmuré, s'il te plaît, Clara, nous n'avons personne d'autre. Je les ai regardés longtemps. Puis j'ai dit, sans ciller, avant de venir me voir, allez voir la police. Allez voir un thérapeute. Allez vous regarder dans le miroir. Et puis, pour la deuxième fois cette année-là, je leur ai fermé la porte au nez. On frappa de nouveau, plus fort cette fois, plus désespérément. Je ne répondis pas. Je les regardais derrière le rideau alors qu'ils restaient là, se déplaçant sur le porche comme s'ils y appartenaient encore. Mon père regardait sa montre. Ma mère chuchota quelque chose à l'oreille de Sienna. Sienna fixait le sol,
comme une enfant qui venait de réaliser qu'il n'y avait plus de jouets à casser. Finalement, ils partirent, mais non sans glisser une enveloppe sous la porte. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, écrite à la hâte. Pas de « Chère Clara », pas de « Nous sommes désolés ». Juste une liste de chiffres et une ligne finale griffonnée en bas, « Nous utiliserons les économies de votre grand-père si vous refusez d'aider. Considérez cela comme votre dernière chance. » Mon sang se glaça. Cet argent n'était pas le leur. Il n'était même pas pour eux. Grand-père Walter l'avait laissé dans une fiducie à mon nom lorsqu'il était décédé. Il avait vu quelque chose en moi à l'époque, quelque chose qu'il voulait protéger, quelque chose qu'il voulait voir survivre. Et maintenant, il voulait même me l'arracher. Je n'ai pas hésité. Je suis allé à la banque le lendemain matin et j'ai transféré la totalité de la somme sur un compte de placement sécurisé, sous scellé légal. J'ai changé mon numéro. J'ai informé mon propriétaire de ne rien transmettre d'expéditeurs inconnus. J'ai supprimé tous les anciens messages vocaux, tous les messages textes. Et puis j'ai respiré. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. Il s'agissait enfin de me lever et de dire non. Plus de feintes. Plus d'efforts. Plus de croire que si je les aimais plus fort, ils finiraient par me voir. Ils ne le feraient jamais. Je n'étais pas leur fille. J'étais leur ressource, leur idée après coup, leur plan de secours quand le charme de Siena ne rapportait pas. Alors j'ai arrêté de jouer ce rôle. J'ai arrêté de répondre à la version de Clara qu'ils avaient créée dans leur tête. Des semaines passèrent, puis des mois. Le silence devint un réconfort, pas une punition. Je me suis concentré sur mon travail. J'ai passé l'examen de certification que j'étudiais et j'ai réussi avec les meilleures notes. Harper m'a aidé à postuler dans une nouvelle entreprise de conseil à Columbus plus grande, mieux rémunérée, avec de réelles opportunités de croissance. Ils m'ont embauché comme chef d'équipe. J'ai emménagé dans un appartement ensoleillé près de la rivière, le genre avec des parquets et un petit balcon où je pouvais cultiver des violettes, exactement comme celles que grand-père aimait. Un après-midi, alors que je déballais une boîte de livres, mon téléphone a vibré. C'était un message de Harper, « Tu as fait un long chemin. J'espère que tu le vois. » J'ai fixé l'écran un long moment. Puis j'ai répondu, « Oui. Pour la première fois, je le pense vraiment. » Et je le pensais. 5 ans plus tard, je repenserai à ce jour comme le véritable début de ma vie. Pas le jour où j'ai obtenu mon diplôme, pas le jour où j'ai déménagé, mais le jour où je me suis choisi. Le jour où je les ai laissés partir et où je me suis vu m'élever dans le silence qu'ils avaient laissé derrière eux. 5 ans. C'est le temps qui s'était écoulé depuis la dernière fois que j'avais entendu leur voix. Pendant ce temps, j'ai été promu 2 fois. J'ai encadré 3 analystes juniors. J'ai construit un petit jardin sur le balcon de mon appartement et j'ai appris à faire du pain à partir de 0. J'ai voyagé. J'ai lu. J'ai ri plus que je n'aurais jamais cru. Et je n'ai jamais regardé en arrière. Jusqu'au mariage de Harper. C'était un après-midi chaud d'octobre à Miami. Le ciel était comme de la soie, la brise de l'océan apportait juste assez de sel pour vous rappeler où vous étiez. La cérémonie a eu lieu dans une chapelle en bord de mer, petite mais radieuse, remplie de musique douce et du genre de rire qui ne viennent que des gens qui s'aiment vraiment. Harper était magnifique, sa robe simple, ses yeux plus brillants que je ne les avais jamais vus. Elle avait toujours été la forte, celle qui ramenait les gens du bord du gouffre, celle qui me rappelait que l'amour ne devait pas être quelque chose que l'on mendiait. Son mari, Michael, était gentil, patient, le genre d'homme qui n'avait jamais besoin d'être le plus bruyant de la pièce. Ensemble, ils ressemblaient à une promesse enfin tenue. Alors que la réception s'installait dans un rythme de toast et de danse lente, Harper s'est approchée et m'a pris la main. « Clara » a-t-elle souri, « il y a quelqu'un que je veux te présenter. » Je l'ai suivi jusqu'au bord de la terrasse où un grand homme regardait l'océan. Costume beige, barbe légère, sourire qui apparut avant même qu'il ne se tourne vers moi. « C'est Nick » dit Harper en me poussant. « Architecte, cœur d'or. Il a apparemment un faible pour les violettes. » Nick rit, un son grave et facile. Seulement parce que ce sont des fleurs têtues. Elles fleurissent discrètement, même quand personne ne regarde. J'ai haussé un sourcil. Cela me dit quelque chose. Il me regarda alors, et je jure, un instant, j'eus l'impression que le monde s'était arrêté. Nous avons parlé le reste de la nuit, de livres, de villes, de la façon dont le Midwest vous apprend à garder le silence comme une armure,
de la façon dont parfois laisser partir votre famille est la seule façon de construire la vôtre. Il ne m'a pas demandé ce qui s'était passé, et je ne l'ai pas proposé. Certaines choses n'ont pas besoin d'être expliquées pour être comprises. Plus tard, alors que la soirée s'estompait à la lueur des bougies et que le DJ commençait à jouer du jazz doux, je suis sorti seul sur le balcon. Le ciel s'étendait large, sans nuages, infini, le genre de ciel que grand-père Walter aurait aimé. J'ai fermé les yeux. Tu regardes, grand-père, ai-je chuchoté. Ta Clara va bien maintenant. Je fleuris. Juste comme tu avais dit que je le ferais. Quelque part au loin, une cloche tinta doucement. J'ai souri. Peut-être que ce n'était pas une vengeance. Peut-être que c'était juste la liberté.